Bienvenue à notre premier panel de l'après-midi sur la scène rouge. J'attire votre attention sur le titre du panel, qui est La lutte contre les rançons logicielles. La peur a-t-elle changé de côté? Je le sais qu'ils préfèrent qu'on le fasse unilingue, mais nous avons un panel multilingue, donc ça se peut que moi-même change de langage au cours de la présentation. Ne m'en tenez pas rigueur. Les channels sont ici à gauche, si jamais vous avez besoin. Et puis écoutez, on a trois excellents panélistes aujourd'hui, donc je fais ça très vite, je les introduis et on saute immédiatement dans le vif du sujet. À ma droite, je suis extrêmement content de pouvoir vous introduire le colonel Lopez, qui est avec la Gendarmerie nationale de France, ministère de l'Intérieur. Le colonel, après avoir occupé plusieurs fonctions opérationnelles dans le domaine de la police judiciaire, officier chargé de la police judiciaire au niveau départemental, office central, section de recherche, est à la tête de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace comme CyberGen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À sa droite, nous avons Xavier Trépanier, qui représente le volet privé de l'équation qu'on va parler aujourd'hui, qui travaille avec Palo Alto. Il est un spécialiste de la cyberdéfense. Et ce qui est excessivement intéressant, c'est qu'il a dû répondre à des attaques cyber dans des endroits assez diffus. On parle de l'Europe, Canada, les États-Unis d'Amérique, ce qui va nous donner une excellente perspective d'ensemble privé. Et puis, complètement à ma droite, and this is the moment that if you want to switch channel, you can do that. Sorry. We have Brian Abelera. Am I pronouncing this correctly? Thank you very much. Who is the Assistant Legal Attaché of the FBI at Ottawa. Brian leads the FBI cyber portfolio in Canada. Alongside Canadian law enforcement and intelligence partners, Brian covers an array of cyber criminal and national security matters. Brian's previous work includes terrorist cell disruption with U.S. and foreign military special operation units, leading police task force effort to dismantle international drug cartel, creating a global multi-agency team in Silicon Valley to protect high technology supply chain, and establishing the FBI's cyber enterprise outreach strategy office to enhance public and private collaboration. Brian, thank you very much for being with us this afternoon. Et puis on se lance immédiatement dans la première question. Et je vais la poser en bilingue. And I think I want to go with the title of the panel, which I think is going to lead us for the rest of the discussion. We start with a postulate that fear has changed side when it comes to cyber criminal groups and ransomware. And I think I would like to have your comments right away as to what do you think of this statement, where do you think that we are and how accurate it is. Et puis, ce qu'on a ici, c'est la lutte contre les rançons logicielles. Et puis, on se demande, est-ce que la peur a vraiment changé de côté? Et puis, je demande à nos acteurs ici, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils voient tous les jours à l'intérieur de leur travail de prévention, etc. Et on va commencer avec M. Abelera. No, fear hasn't changed sides. Rather, based on the trending that I've seen, it looks like they're becoming more sophisticated. It's not because of the tools that they're using, it's the way in which they conduct their business. I see ransomware as a business problem, and we're contending with those that are very business-centric. And they're finding more and more creative ways to gain profit. We're seeing them innovate more, and we're seeing them use creativity to try and add additional leverage to their customers, their victims, right? Some of the trending we're seeing is there's an increase in critical infrastructure attacks, increase in industrial systems attacks as well. And from a business standpoint, think about it as a business person. Why not conduct one compromise and get a payday of 5, if you will, right? So why not hit cloud computing services, managed service providers, et cetera? We're also seeing a transition in the trending where last year they were going after what we called big game hunting, JBS, Colonial, et cetera. But the actors didn't like the shine they got, the attention they got from the global law enforcement and intelligence communities and our reaction. And what ended up happening now is they decided to pivot now, and now they're going after mid-game hunting, small, mid-sized businesses.
What's also interesting, maybe I'll talk about it a little bit later, is we got a lot more intelligence based on the inner workings from a business standpoint. If you take away the word ransomware and you just look at tech company, those are the things we see, the inner workings regarding these companies now, or these ransomware groups. They have the same challenges that all of us in the technology world also have with our own industry partners. Thank you very much. Xavier? Oui, définitivement. Ils n'ont pas plus peur. Ils continuent leur business, puis c'est vraiment comme monsieur à côté disait, ils vont approcher le problème d'un côté que ça fait leur affaire. Donc, on a des gens qui vont faire une business de ce type d'attaque-là. Ils vont avoir des employés, ils vont avoir des départements Team A, Team B, ils vont utiliser des services, ils vont utiliser des freelancers pour vraiment créer leur entreprise. Puis, on voit aussi beaucoup de choses qui se passent avec aussi tout ce qui est BEC, Business Email Compromise, qui vont utiliser cette information-là pour justement lancer leur attaque, faire plus laver leur argent et compagnie. Donc, il n'y a pas vraiment de changement qui se voit à ce côté-là. Au niveau du Threat Intelligence, on ne va pas seulement cibler les ransomware. Souvent, on va utiliser des outils qui vont être trustés, donc que tout le monde utilise dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment de plus de collaboration qu'on va aller chercher avec les law enforcement, les gouvernements et tout, avec plus que juste la famille des ransomware, mais vraiment les tactiques, les techniques, les procedures, qu'est-ce qu'on voit in the wild. Donc, du côté privé, ça n'a aucunement changé, même que on voit que c'est très, très opportunistique, même dans certains cas là, aussi. Là. Donc, ils vont aller jusqu'au bout dans ce cas-là. Merci beaucoup. Colonel? Bonjour à tous. Donc, côté gendarmerie nationale, juste quelques chiffres. Il faut savoir chez nous que les faits d'atteinte, les faits d'ASTAD, d'atteinte au système de traitement automatisé de données, représentent, alors je vous parle uniquement de la zone gendarmerie en France, représentent 10% de la cybercriminalité. Et les rançongiciels correspondent à 1% de ces 10%. Alors effectivement, comme vous le voyez, on est sur un phénomène très particulier qu'on ne traite pas qu'on ne quantifie pas en tant que volume de nombre de faits commis, mais bien plutôt par rapport aux préjudices qui sont engendrés par ces attaques par rançongiciel. Parce que là, effectivement, nous sommes sur de petits volumes, mais comme vous le savez, des préjudices particulièrement importants et particulièrement, comment dit-on, déplorables, graves, avec des conséquences très graves pour les victimes, pour les entreprises. Alors ça, c'est le premier point. Alors effectivement, je serai de l'avis de mes deux collègues. On ne peut pas dire que la peur change de camp. Ça, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce que effectivement, on est sur des systèmes qui sont des organisations qui sont extrêmement furtives, extrêmement rapides, dotées de moyens techniques et de compétences techniques de très haut niveau. Et finalement, ils s'attaquent à quoi ? À qui ? À des victimes, quel que soit le type de victime, à des victimes qui ne sont pas prêtes à se protéger, qui ne savent pas se protéger. Alors là, nous parlons tous en tant que, notamment Brian, moi, on vous parlera surtout de l'aspect enquête, l'aspect judiciaire, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important dans cette lutte-là, dans ce combat-là, c'est toute la partie sensibilisation, prévention. Et là, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment mené sans relâche, parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, quelqu'un qui va monter, alors bon, évidemment, vous avez des grosses entités qui, elles, vont avoir les moyens financiers pour vraiment se prémunir, et encore que on peut avoir parfois des surprises, mais vous aurez aussi beaucoup de victimes, de sociétés qui n'auront pas ou qui n'auront pas su, je dirais, prévoir ce qu'on va appeler le plan B, c'est-à-dire je me fais attaquer, parce que malheureusement aujourd'hui, tout le monde peut se faire attaquer. On a très peu de chances d'avoir une structure complètement sécurisée au point de parer une attaque. C'est extrêmement compliqué. En revanche, on risque de se faire attaquer. Et c'est important d'être capable de prévoir le plan B. Je me mets en situation de crise, en situation de gestion de crise. Comment je fais pour, tout en remédiant à mon problème, tout en remédiant à ma structure informatique, comment je fais pour travailler, certes en mode dégradé, mais travailler quand même de manière à ce que mon entreprise ne coule pas. Voilà. Et ça,
c'est vrai qu'on est, confronté à ce problème-là. Donc ça, c'est vraiment le premier problème majeur qui fait que finalement, ce sont des victimes à chaque fois faciles. Donc c'est facile à l'heure qu'il est de ce côté-là pour les organisations criminelles. Et alors on peut noter effectivement peut-être certains changements de comportement de la part des cybercriminels parce que vous avez d'un autre côté ces victimes qui sont quand même très vulnérables, mais d'un autre côté vous avez aussi, le tableau n'est pas noir, complètement noir, parce que vous avez quand même les unités d'investigation, les forces de sécurité intérieure qui sont largement mobilisées sur ce phénomène-là, mobilisés également à l'international, et c'est bien notre force aujourd'hui, justement cette capacité que nous avons à travailler ensemble, qui nous permet aujourd'hui d'avoir très concrètement des résultats. Mais de là à dire que la peur a changé de camp, non, c'est en tout cas prématuré. Merci beaucoup. And I think it's fairly unequivocal here that fear is strictly on the same side it was from the beginning. I would like to. I'm going to catch that ball in the air because I think it's very good. So all of you spoke in one way or another about these types of attack being opportunistic, but we also hear about the necessity for prevention. And what I would like to hear you talk a little bit more about is how do you deal with this, right? If you have a not random but perceived as random type of attacks, how do you create a good preventive system, or at least a preventive system that works, and which I assume is a great challenge. And I'm going to say this in French very rapidly. On a parlé ici jusqu'à maintenant de deux trucs, à mon avis, un peu paradoxales qui deviennent intéressants. Les attaques cyber comme ça, c'est des attaques d'opportunité, mais on a un devoir en tant que des agences on a un devoir ici de prévention. Donc, comment est-ce qu'on rend ce cercle-là carré un peu, en fait? Comment on gère avec quelque chose qui est essentiellement un peu le hasard au type de cible au niveau préventif? Si vous me permettez, si on, comme vous l'avez mentionné, c'est pas. Il faut garder en tête que c'est pas si, mais bien quand. Ça va arriver. Il faut avoir un plan de continuité des affaires, il faut s'assurer d'avoir. C'est pas juste une lumière qu'on met à on, qu'on va dire, OK, c'est beau, je suis protégé. Il faut avoir une stratégie d'approche des attaques, aller vraiment en multicouche, pas juste au niveau produit, mais au niveau processus aussi d'affaires. Donc, je me suis attaqué, je suis under attack, je dois déplacer mes opérations. C'est quoi mon plan de continuité des affaires? Qu'est-ce qui va être impacté? Qu'est-ce qu'il faut que je conduise ailleurs? Mais dans le même cas aussi, est-ce que si j'ai un téléphone rouge, si jamais je suis est-ce que j'ai une équipe d'experts, comme par exemple du privé, qui vont venir débarquer chez moi, puis qui vont venir m'aider à répondre à cet incident-là, communiquer l'information à la police ou à les gens importants et vous aider à rétablir ces choses-là? Mais la majorité des gens ne vont pas avoir ce plan-là. Moi, je pense que c'est juste une question de penser de... It's not if, it's when. It's a question of planning, right? Exactly. So the Xavier's argument here is really, yes, you don't know where it's going to come from, but you do know that it's going to come. And for this, you need to have the appropriate plan put in place, but more importantly, the right players surrounding you to be able to help you react. And we're going to talk about this in more detail in about a few questions, but a deeper integration, if possible, with the private sector and the law enforcement sector between the two. And I could see with the microphone up. Yeah, so we've been looking at the ransomware space for multiple years now, and it's only in the last couple years that it's risen in priority just because of the type of victimization that these actors are going after now. And as far as getting ahead of it, getting left of threat or left of intrusion, we initially started at looking at and opening up investigations based on ransomware groups only. So we would have a Conti investigation, we would have a Lockbit investigation, a Black Cat, DarkSide, etc. But as you start to zoom out and as we start to gain better understanding from a group by ransomware group perspective, we start to notice that there are lines that are being drawn connecting all these ransomware groups. And we hear this term a lot called ecosystem. Ecosystem would suggest that it doesn't stay put. It continues to move and evolve. And in between each of these ransomware groups, you also have service providers
solutions providers, consultants, etc., that don't necessarily subscribe to any one ransomware group, but they service all of the ransomware gangs as well. Access brokers, right? Technicians, etc. And so this ecosystem, if you will, has turned into something that we're looking at it from an economic standpoint. This is an economy. This is an intrusion economy. And while we're talking about ransomware now, it's only a matter of time that this is going to evolve into something beyond ransomware. We're already seeing the evolution of the way these actors are becoming smart and trying to prevent and slow the intelligence community, private sector, and law enforcement community from pressuring them. It started, and it's funny, right? We say the word ransomware, but what's actually really happening is extortion. You're seeing extortion happening. You have singular extortion, then you have double extortion. They're not just locking your system and then demanding payment. Before they lock, they exfiltrate your data, then they lock it. If you don't pay to unlock your system, then they threaten you by releasing data, or they sell your data online. And if they don't do that, they find your customers and they extort you through your customers as well. So they're becoming more and more sophisticated. Another trend we're seeing is normally when a ransomware actor infiltrates a system, gains access, the assumption is that they're going to just lock the system and then start talking and negotiating. That's not what we're seeing occur all the time now. They'll get into the system, they'll sit for a while, they'll wait, and then they'll research you as an organization and identify leverage points so that when they decide to tell you, hey, the gig is up, we locked your system, now pay up, they've picked a time and place of their choosing to add the most amount of consequence to you that forces that victim to pay up further. Let me ask you, as a ransomware actor, if you're a bad person, when would you hit a victim? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, from 8 a.m. to 5, or on a Friday evening? Friday evening. How about on a regular work day or a holiday? Holiday. So I can't tell you, if only I could just turn off my phone on Fridays and the holidays, I would have less work. But that's what we're seeing from a trending standpoint. One thing I also want to highlight is on the back end of these ransomware organizations, in an odd way, they're very similar to just like any other technology organization. They have HR. They complain about their boss. They're on salary. They complain about their salaries to each other. They get commission as well when they conduct a sale, right? There are help desks. There have been moments that we've observed during these ransomware incidents where a victim wanted to pay up, and guess what they do? The ransomware group then puts you in touch with a help desk that helps you establish a cryptocurrency account so you can remit payment. Isn't that nice? But that's what we're seeing doing. This is an infrastructure, and that's the worrisome part about this industry, is that it is becoming more and more formalized. There's scaffolding being built up as if this is an industry. And what's interesting is once ransomware kind of runs its course, if it will, I'm curious to see what's going to happen from the trending standpoint that we're seeing, what's going to be the next ransomware, if you will. Thank you very much. Et puis, désolé. L'analogie avec le monde business est fascinante pour moi, l'espèce d'intégration de ces groupes-là, de supply chain qui vient avec eux, des groupes autour qui vont se marier à ça pour être capable d'aller chercher de cette économie-là. L'idée qu'on est revenu dans le monde de l'extorsion, ou à tout le moins qu'on avait peut-être mal compris, c'était quoi les rançongiciels? On voyait ça comme une rançon, mais une rançon, à la fin, l'otage est retourné. Là. Maintenant, l'otage, 2 fois, nous fait payer. Là. Et puis, je sais qu'on a eu cette discussion-là un peu plus tôt, si vous pouvez y toucher. Là, à quel point on est différent maintenant de ce qui se faisait il y a 25 ans dans le crime dit traditionnel? Là?
Différent, oui et non. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en fin de compte, ce qui se passait avant dans la vie réelle est tout simplement transposé dans le virtuel. Voilà. Donc, vous parliez d'extorsion. Effectivement, on parle de rançongiciel, mais finalement, c'est ni plus ni moins qu'une extorsion avec une demande de rançon comme on connaissait ça des années auparavant. Donc, on est vraiment sur les mêmes phénomènes, sauf qu'effectivement, le milieu est différent, hein, l'écosystème est différent. Et puis, comme vous le disiez aussi, après, voilà, vous parliez des rançons. Voilà, une rançon a été payée, j'allais dire, ou est payée, la personne est rendue à sa famille. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous payez une rançon que vos données seront pour autant sécurisées. On vous les rendra peut-être, mais rien ne dit qu'elles n'ont pas déjà été vendues. Voilà, donc là, on entame un autre sujet, mais effectivement, on n'est ni plus ni moins que sur des phénomènes d'extorsion, mais de façon beaucoup plus élaborée, beaucoup plus technique, et avec, bien sûr, des structures criminelles à la clé. Oui, complètement organisées. Oui. Et puis, qu'est-ce que vous voyez de votre côté sur ce genre de dynamique-là? Et puis, j'aimerais savoir votre avis sur l'idée d'extorsion au lieu de rançon. Là. Nous, quand on fait l'incident response, on voit la même chose. Mais là, on est rendu, on voit même plus que 2. On va voir même jusqu'à 4, des fois 5 types de choses au niveau de l'extorsion. Donc, oui, il va y avoir vous devez me payer, j'ai encrypté vos données, je vais les leaker, je vais les vendre, je vais contacter vos clients. On va faire autant même un peu de l'harassment, bully, on va faire des menaces. On va regarder, vous êtes une compagnie publique, parfait, votre corps est fini quand? C'est quand votre année financière? Je vais annoncer que j'ai breaché juste avant que vos chiffres à la bourse sortent. Donc, je vais impacter votre revenu immédiatement. Donc, ils vont vraiment aller chercher un autre niveau. Appelez vos clients, donc c'est un bon point, mais appelez vos clients. Bonjour, monsieur client 1, j'ai attaqué cette compagnie. Vous semblez être client. Donc, juste vous dire, on a vos données, vous devriez l'appeler. On va mettre de la pression sur la compagnie qui a été vraiment infectée, prise en otage, jusqu'au point d'aller à la bourse, être prête à dire, bien, je vais le releaser juste 10 heures avant que leur année fiscale. Donc, on voit la même chose. Puis, on voit aussi que c'est des grosses organisations qui sont sophistiquées. Comme on dit au niveau des HR, on a vu des attaques, et pas des attaques, mais des informations qui viennent de l'intérieur, que des courriels avaient sorti. Ils ne sont pas contents, ils n'ont pas été payés. Donc, c'est vraiment la même style de structure qu'une compagnie X. Puis, l'extorsion est vraiment le pain point. Donc, ça va sortir si vous ne nous écoutez pas d'une façon ou d'une autre. Mais I'd like... so basically, the sophistication that we're seeing is more of a business process than anything technological. Are we getting this right? Yes. It's the utilization of tools, individuals and organizations communicating with each other and trying to find a way to make a buck, right? And frankly, and I said this in other panels, the adversaries communicate, they innovate, and they converge around problem solving faster than we do, and I feel that's the challenge. I do agree with the other previous panels that we need to educate more and we need to bring more people into the workforce. But prior to that, I would also say that while we're concurrently building the workforce, that we would also have to examine what we already currently have and identify if we're optimizing all of our resources at hand now, whether that be the expertise or the technical capacity that we have. The way we're moving alongside Canada and the international partners, as well as we're moving left, moving that bubble of operations left of intrusion, and I hope that makes sense. Getting left of bang, if you will. Normally, traditionally, we would identify, pursue, and investigate, and then ultimately try and put handcuffs on a ransomware actor. And that's where the main body of our investigative and operational work normally resides. Now, we've expanded that operational bubble to better understand the ransomware economy, the cybercrime economy. And what's interesting is, because we're an intelligence agency and a criminal investigative agency, we have investigations to identify actors who are facilitating ransomware activities and providing support and services
and infrastructure. And where we're at now, Mr. Lynham, are you here? Yeah, so Mr. Lynham heads up the RCMP National Cybercrime Coordination Center, the NC3, and he's one of our closest partners. That unit is one of our closest partners. And this is a real tactile example of something that we gather on the intelligence side and push it into the law enforcement side. Because we're seeking to understand the ransomware ecosystem, we have human sources, investigations, and from an intelligence standpoint, we're gathering data points on individuals that are operating in this space. And now we've gotten to a point in some circumstances where we're identifying actors that are conducting reconnaissance or probing. And they're at a phase where they're not fully compromising a system or an actor yet. And we're able to get that information, and rather than us just holding on to that, we're sharing it with Chris's team, a law enforcement agency who then in turn can take that and knock on the door of a at-risk company here in Canada, not a victim yet, but an at-risk company, and say, hey, look, can't really tell you where it's coming from, but it looks like you're being probed, an attack may be imminent, we suggest you look in this section over here of your system, right? And what we're doing now is we're starting to get enough reps in this space that we're starting to be able to articulate that we're establishing a program called Threat to Networks, very similar to Threat to Life, where someone tweets that they're going to blow up a school or something like that on Twitter. We take it, we hand it to the authorities so that they could actually door knock somebody. We're finding the smoke before there's actually a fire. We're taking that intelligence through our holdings and sharing it with law enforcement and the international community to try and prevent. And we want to continue moving left of that. The goal is, although we're the Federal Bureau of Investigation, I like to say that I would prefer to have less amount of investigations. There's no such thing as protection after someone has already breached your perimeter. So that's what we want to do, is we want to reduce the number of investigations. Thank you very much. Ce que Brian nous disait, c'est oui, toute cette infrastructure-là, ce qui est sophistiqué ici, c'est l'aspect qui est beaucoup plus business. Et puis j'aimerais avoir votre opinion sur la deuxième partie de ce qu'il nous disait, où traditionnellement, quand on parle de cybercrime, on retourne un peu au crime traditionnel, où l'objectif est les enquêtes et puis de mettre des menottes autour des poignets de ces criminels-là. Mais de plus en plus, ils essaient de bouger à un truc qui est un petit peu plus soit multi-agence, multi-acteur, où il y a beaucoup plus de prévention qui se fait à un niveau d'un partage d'intelligence, par exemple, et puis tout ça, pour essayer de réduire en amont le type pour être capable d'aider de façon préventive. Si, par exemple, un groupe comme Palo Alto voit un groupe en amont avec une possibilité d'attaque, donc au lieu d'attendre que l'attaque se fasse pour être capable d'intervenir, donc une enquête traditionnelle, on y va un peu en amont et puis la gendarmerie, par exemple, ou le FBI ou le Palo Alto vient et puis donne à l'entreprise, écoutez, regardez, on est rendu là, on a ce genre de problématique-là, puis on va gérer la crise. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, là. Oui, de toute façon, il est certain que c'est une œuvre commune. Je crois que à partir du moment où on est en mesure d'empêcher une attaque, si elle a été décelée bien avant, il faut effectivement prévenir la victime. Alors après aussi, on est aussi confronté à un autre problème. La sophistication, c'est aussi les moyens, le niveau de technicité des moyens qui sont utilisés. Tout est utilisé, tout ce qui est technique de pointe est utilisé par les cybercriminels qui font du rançongiciel et ils utilisent tout. Ils utilisent également la crypto-monnaie pour le volet blanchiment qui complexifie les choses et c'est important aussi, alors c'est important pour nous aussi, force de l'ordre, à un moment donné, de remettre les choses en perspective, de remettre les choses à plat et de dire ce que disait Brian. Effectivement, nous, on est là pour essayer de démanteler ces structures criminelles, on est là pour essayer d'interpeller des individus, de fragiliser ces structures-là. Et dans l'absolu, on en a les moyens parce que déjà, on a nos enquêtes, on a des moyens procéduraux, on a nos armes d'investigation qui sont tout à fait adaptées pour lutter contre ces phénomènes. Et on a aussi dans nos institutions des services
qui sont extrêmement compétents, qui sont dotés d'une réelle expertise dans ces domaines techniques, que ce soit dans les domaines techniques, que ce soit par rapport justement aux atteintes au système de traitement automatisé de données, que ce soit sur l'analyse de malware, que ce soit sur le traçage des crypto-monnaies. Et chez nous, ce qui est important justement, c'est dans l'enquête de créer des binômes forts entre l'enquêteur judiciaire et l'expert technique, de manière, parce que c'est la technique qui va nous ouvrir des portes et qui va nous permettre d'investiguer, qui va donner de la matière pour investiguer. Et donc, dans beaucoup de pays, nous avons des binômes comme ça, judiciaires techniques, forts, qui nous permettent d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. Et ce que nous faisons désormais, nous mettons des process en place à l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des victimes de rançongiciel, c'est pas juste 4 ou 5 victimes, ou 50 ou 60 en fonction du rançongiciel en France. Ça va être en France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, ça va être partout. Donc vous avez des tas de dossiers d'enquête judiciaire qui sont ouverts dans tous ces pays-là, dans tous ces pays victimes, pour un seul et même sujet. Donc c'est important qu'à un moment donné, toutes ces forces de l'ordre-là se réunissent, et c'est ce qui est fait, c'est ce que nous faisons systématiquement aujourd'hui. Nous mettons en place ce qu'on appelle donc des task force. On est pour cela appuyé par Europol qui nous reçoit pour que l'on puisse justement travailler ensemble. Et il y a réellement un partage d'informations, information judiciaire, information technique, un partage des tâches également, parce que vous aurez des pays qui vont être plus performants en crypto-monnaie, d'autres qui vont être plus performants pour analyser certains malwares, donc d'autres qui vont être qui vont avoir des serveurs qui sont localisés chez eux, donc ce sera naturellement eux qui vont se charger de l'information qui est à l'intérieur de ces serveurs. Voilà, il y a toute une organisation qui se fait, ce qu'on faisait encore une fois il y a 20 ans ou 25 ans à un niveau national, et bien maintenant, de toute façon, la cybercriminalité, elle est internationale. Quand vous avez une attaque par rançongiciel, c'est pas que la France, ça va être la France, l'Espagne, le Canada, etc., comme je vous le disais. Donc on se retrouve comme ça, avec des systèmes policiers extrêmement réactifs, finalement, parce que ce sont des task force qui se mettent en place. Enfin, moi, j'en ai vu se mettre en place en 4 ou 5 jours. C'est extrêmement rapide. Et à partir de là, on a tous intérêt à collaborer et à partager toutes nos informations et à travailler ensemble. Ce qui fait qu'on démultiplie notre capacité de travail, puisque on sait que toute cette masse de données analysées, c'est énorme. On sait que ce travail technique, il est extrêmement lourd. Mais en multipliant la main-d'œuvre, je dirais, parmi 5, 6, 7, 8, 10 pays parfois, eh bien, en fonction du sujet, eh bien, on arrive à avancer de manière concrète, comprendre les attaques et puis remonter, et ça c'est important, parce que ça je pense qu'il faut le savoir, on remonte aujourd'hui à des individus. Ce sont des enquêtes qui restent compliquées, qui restent lourdes, qui restent longues, c'est vrai, mais à tous, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment l'union fait la force, quoi. C'est vraiment ça. On arrive aujourd'hui à identifier les individus qui constituent ces structures criminelles. Voilà. Alors après, la géopolitique peut nous freiner, ça vous comprenez bien, surtout en ce moment, pour aller en interpeller dans certains pays comme la Russie ou l'Ukraine, par exemple. Voilà, c'est pour ne citer que. Après, il faut quand même qu'on sache qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne vous aurais pas dit en 2017 ou en 2018, mais que je vous dis très naturellement aujourd'hui parce que c'est vrai et c'est du concret. Aujourd'hui, on est capable d'identifier des structures criminelles et d'aller interpeller des individus dans cette matière-là. Alors, la guerre n'est pas gagnée. Comme on le disait tout à l'heure, la peur n'a pas changé de camp, ça c'est clair. Mais les résultats qu'on n'avait pas il y a quelques années, on les a aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même important de le savoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rejoindre ou... Oui, non, définitivement. Au niveau de la cybercriminalité puis du partage d'informations, c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore vers le privé, vers les agences, vers la police aussi. Donc, partage d'informations. Donc, par exemple, si nous, on est sur un incident, on devrait potentiellement avoir une ligne de communication avec la Gendarmerie royale du Canada, par contre, pour justement fournir cette information-là et non pas juste donner un rapport au client. Donc, c'est définitivement des choses qu'il faut qu'on s'améliore. Puis, c'est des choses qui sont mieux. Et si on prend les groupes de ransomware, que ce soit Logbit, Lapsus et autres, ils travaillent tous ensemble. On les connaît, on sait qu'est-ce qu'ils font autant au niveau privé qu'au niveau public. Donc, oui, définitivement, c'est quelque chose qu'on devrait ajouter une petite couche de communication par-dessus au niveau du privé et du public, bien sûr. And I apologize. The translation service is not working at the moment. So I'm
far from the best translator. But what's been discussing, and we're leading to a question that we had, but the idea that together we stand, right? The essence of Colonel Lopez's argument was we are seeing success because we're able in those, in our interventions, for example, to have access to Interpol and have everybody in the room working together to try and eventually be able to get back to individuals, right, who are at the roots of these problems. And Xavier was rejoining this argument, or this line of thinking, saying, well, we see this on the ground, but also something that we would like is a deeper integration with law enforcement when it comes to protecting our clients and this line of questioning. And I can see that you're ready to get. So give us your input into. It's a global phenomenon. We're talking about bad actors across continents. An attack in Canada can come from the U.S. It can have like repercussions. The data can end up somewhere in Germany. How do you deal with that? And do you see the level of cooperation that Colonel Lopez is seeing in France, for example? So the level of cooperation that I'm seeing is unprecedented, and I've been working cyber for the past 7 years. And prior to these 7 years working in the cyberspace, having worked other threats like counterterrorism, counterintelligence, there's no other threat set requiring this type of collaboration, not just amongst law enforcement and intelligence from a global standpoint, but also from private sector. And from an operational standpoint, I'm seeing increased sophistication. We always want more because we always want to put the bad guy behind bars or impose consequence on them. But at the same time, while our communities are increasing in sophistication, I also like to emphasize that we may also need to slow down concurrently and focus on the basics. Just like what Xavier said, is that it's not a matter of if, it's when. So there is law enforcement and intelligence and collaboration activities that you can conduct with private sector during the when. And then there's the law enforcement and intelligence activities that you do or if and then when, but it's that conversion point that makes me really want to dive into. The government, and I'm speaking on behalf of the US also, we don't make it easy to interact with the private sector. The private sector has told me many, many times that there are multiple friction points, right? And what I end up going back to is this. Who knows Starbucks? Raise your hand if you know Starbucks. I'm sorry, Tim Hortons, right? Okay. If you go to Tim Hortons or Starbucks in Vancouver, you're going to get the same coffee out of Tim Hortons, whether or not you go to Montreal or you go to Quebec City or in Toronto. It's the same Tim Hortons cup of coffee. However, if your global organization or Canadian distributed organization gets hit with ransomware and your Vancouver office calls Vancouver Police Service or calls Surrette de Quebec out here or Montreal or Toronto Police Service, you may get a different type of service model, right? That doesn't make it easy for private sector partners to reach out to us. It's rather confusing. And we contend with that same thing as well in the US. So when we talk about that collaboration, it's not just sophisticated operations, but it's also focusing on the basics, having deep and very candid conversations with all global organizations who are at risk of getting hit with cybercrime, connected to critical infrastructure as well, and then listening and understanding what do you need to help instill trust and to help make that pivot point from if to when it happens, right? That's one of the things I really want to work out from a reporting standpoint. Hopefully that resonated with everyone here, but that's one of the things we have to focus on in the Bureau a lot. Thank you so much. And I wanted to bounce something back. However, I just saw that we have 7 minutes left. We have a lot of people. And I think you are all three in high demand. So I think I'm going to open the room for questions. Je voulais reprendre une balle au bon, mais écoutez, avec 3 panélistes de qualité comme ça, je ne veux pas vous garder juste à moi.
je pense qu'on va ouvrir le plancher pour les questions. Si vous voulez, en fait, allez, vous avez juste là derrière vous, il y a un microphone. Si vous pouvez vous mettre en file là. Écoutez, on va prendre des questions pour les 7-8 prochaines minutes. S'il vous plaît, dites à qui vous adressez la question, puis notre système de traduction ne fonctionne pas. Okay. Utilisez la langue du conférencier, s'il vous plaît. This question is geared especially, well, to everybody. Alors, tout le monde peut répondre à ma question. Maintenant, avec l'économie, vous avez, M. Trépanier, mentionné qu'il faut passer par le secteur privé. Alors, est-ce que vous voulez dire que la population qui souffre économiquement, les entreprises qui essaient de survivre doivent absolument embaucher le secteur privé et par ensuite relier l'information aux forces de l'ordre à cause qu'il y a cette lacune entre peut-être l'intervention du secteur privé qui est un peu plus avancée et le fait que les forces de l'ordre sont déjà débordées. So again, how do you mitigate the fact that people cannot spend necessarily, let's say the public is compromised. The public cannot spend $350 on a forensic investigator, do forensics, this and that. And then corporations are barely surviving. So we're under siege that, you know, like we need big budgets to solve cyber crimes because when we go straight to law enforcement, it's not the easiest process for victims. Définitivement, ce n'est pas un processus qui est très, très simple, disons-le comme ça. Dans la majorité des cas, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des assurances en cyber qui vont être attachées à une compagnie privée si jamais il y a quelque chose. Ça peut être une option. Malheureusement, dans certains cas, si vous appelez la police, la GRC ou une compagnie du gouvernement, ils vont essayer de vous aider le plus qu'ils sont capables. Malheureusement, c'est so much they can do, right? Donc, le privé va amener une fonction, une aide. Oui, il y a un certain coût à ça. Il y a des choses qui sont gratuites, qui sont sur le marché présentement au niveau produits et autres, intelligence et services avec le gouvernement, par contre. Mais oui, le privé va jouer un certain rôle à aider certaines entreprises. C'est sûr, quand on a une petite compagnie PME qui demande à un géant de venir l'aider, le coût est peut-être élevé. On a des partenaires qui sont parlés au Québec. On a énormément de compagnies qui font d'incident response à différents coûts. On a des niveaux aussi d'expertise qui peuvent être attribués. Donc, définitivement, c'est peut-être une option dans ce cas-là, ou même assurance et autres, et le gouvernement peut vous donner de l'aide là-dessus aussi. Je suis sûr que si vous appelez la Gendarmerie royale du Canada, ils vont vous donner un petit coup de main, vous orienter, vous assurer que si vous êtes une infrastructure qui est critique, ils vont vous aider, j'en suis. Donc, le privé n'est pas juste l'option à prendre loin de là. Bien, espérant que le gouvernement va faire les changements nécessaires. Effectivement, très j'ai une autre... Il y a probablement plusieurs questions. Je m'excuse, je vais être obligé de vous couper une question. On va laisser les panélistes et puis après... Mais non, c'est correct. J'ai vraiment l'engouement. Just like the RCMP conveyed yesterday, this is not a technology problem. This is a human problem. By the time an incident gets into the hands of law enforcement or the intelligence community or into the business community, we have to examine what we did with the usership well before they even were old enough to get a job, right? And so I know this is a very big discussion, a macro discussion, but this is a user problem that we have to contend with. When we go into our cars, before we start the car, what do? Naturally, we put on our seatbelt. Do we know that we're doing that? But that's muscle memory. This requires not just a more sophisticated approach from the intelligence, the law enforcement, and the business and the incident response and cybersecurity communities. It requires a whole cultural change and mindset about what we do within the web, right? So awareness programs in school, being able to practice and learn and understand cyber hygiene, and be able to have that muscle memory at a younger age, and then carry that through when you're in school and convert from a student living at home into the workforce
you will naturally take those muscle memory components into the workforce. It has to be a big cultural change. It's not law enforcement's problem alone to solve. It's all of ours, starting at a very young age. So I have kids, so I'm working on that. Imagine, they don't even get on the internet. I'm kidding, they don't. It's sometimes. Colonel Lopez? Non, la question de madame qui était sur le lien entre le privé et les forces de l'ordre. S'ils ont une attaque, comment ils fonctionnent? Est-ce qu'il faut qu'ils s'intègrent au privé en premier pour après ça essayer d'avoir une aide des forces de l'ordre? Ou comment est-ce que cette coopération-là peut se faire, là? Alors, nous, alors qu'il est en France, on lutte contre un phénomène, c'est-à-dire on lutte contre le non-dépôt de plainte. Voilà. Alors ça, c'est un sujet parce que, alors on comprend très bien qu'une société, une structure hospitalière, etc., qui va se faire attaquer, a bien d'autres choses à penser que de venir déposer plainte. Le problème, c'est que c'est aussi comme ça qu'on a, je dirais, installé cette criminalité, qu'on lui a facilité la tâche, parce que pendant très longtemps, il n'y a pas eu de réponse judiciaire. Parce que dès lors que vous n'avez pas une plainte de déposer, eh bien, aucun service, aucune force de l'ordre ne va être saisie pour travailler, ne va être habilité à travailler sur cette enquête, sur ce phénomène. Donc ça, c'est la première chose. Alors, lorsque nous avons connaissance d'une attaque, alors nous avons, je dirais, un réseau d'enquêteurs partout sur le territoire. En France, on a à peu près, quasiment 6000 enquêteurs qui sont formés à la lutte contre la cybercriminalité. Alors ça va du gars qui saura faire du forensique sur un téléphone portable jusqu'à celui qui saura tracer de la crypto-monnaie. Voilà, vous avez tout un échelonnage comme ça de gens formés et qui sont sensibilisés à cette matière et qui vont intervenir, qui vont aller au-devant de la victime. Parce que ça, c'est quelque chose d'important aussi. Quand on fait du cyber, on se dit c'est du virtuel, etc. Alors on n'a plus les pieds sur terre, mais en fin de compte, il faut, comme on dit dans l'armée française, il faut remettre l'église au milieu du village et revenir à des fondamentaux. On fait du judiciaire. Quand vous êtes gendarme, quand vous avez quelqu'un qui s'est fait cambrioler, vous n'allez pas lui parler par téléphone. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre voiture de gendarme et puis vous allez aller chez lui et on va faire des premières constatations. On va faire ce qu'on appelle un gel des lieux. On va geler la scène de crime de manière à préserver les premiers indices. Bon, mais ça, c'est la première chose. Et au-delà de ça, il y a aussi la prise en compte de la victime, parce qu'une attaque par rançongiciel, ça veut dire quelqu'un qui est complètement, complètement perdu, qui est complètement... C'est une agression, hein, une attaque par rançongiciel. Il faut vraiment le vivre comme ça. Psychologiquement, c'est très dur. Et la personne, comme n'importe quelle autre agression, a besoin d'avoir en face de lui un gendarme, un policier qui va lui expliquer ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive et de manière à ce qu'il puisse prendre aussi les bonnes décisions. Ça, c'est la première chose. Après, nous, ce gel des lieux, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à récupérer peut-être des premiers éléments techniques qui vont nous aider après peut-être pour l'enquête, comme on ferait pour des traces qu'on va récupérer sur un cambriolage ou une agression, etc. Il faut revenir à ces fondamentaux-là. Et donc, il y a la prise en compte de la victime et cette prise en compte fait comprendre à force aux gens la nécessité de déposer plainte et la nécessité que une attaque, ça veut dire du judiciaire, ça veut dire une enquête. Et c'est comme ça aussi qu'on fragilisera les structures criminelles. Et nous, il faut qu'on puisse travailler. Voilà. Alors après, on parlait du partenariat avec le privé. Bien évidemment, lorsqu'on est face à ce souci-là, vous avez bien souvent des sociétés de remédiation qui sont déjà en place. Et donc, avec ces sociétés, on travaille main dans la main. Et la première chose, un petit peu, je dirais, comme des pompiers, on arrive et on leur dit, écoutez, nous, on a besoin des logs de connexion, ne détruisez pas telle et telle chose, on a besoin de lire dans votre serveur, on a besoin de... Voilà. On va donner quelques consignes de manière à ce que ces sociétés préservent les indices techniques pour pouvoir ensuite les utiliser. Voilà. Donc, on travaille réellement main dans la main lorsque des attaques surviennent. Merci beaucoup, colonel. Et je suis vraiment désolé. Je viens de voir qu'on est 3 minutes par-dessus le temps. Je vais vous demander, je vais garder nos correspondants à votre discussion, que vous puissiez venir poser votre question. Je vais vous inviter de venir à l'avant, leur poser la question. For the rest, thank you very much for assisting. Merci beaucoup de nous avoir. Et oui, s'il vous plaît, une excellente main d'applaudissement pour nos panélistes.